Mais je sais depuis toujours que je suis plutôt une personne à chat. J'ai cru remarquer d'ailleurs que rares sont les gens qui sont tout à fait également à chien et à chat. Les deux groupes affirmant pareillement qu'on a des rapports beaucoup plus profonds, sincères, supérieurs avec l'un ou l'autre de ces animaux suivant leurs préférences. Pour ma part, je ne crois pas que les chiens soient plus intelligents que les chats ou les chats meilleurs que les chiens. Non, non. Non, tout est question de sensibilité personnelle vis-à-vis des uns et des autres. Et mon amour est non seulement raisonnable, mais aussi prudent. Quand je pense qu'à l'intérieur des races et des genres, tout est question de qualité individuelle. En fait, je crois que ce qui est valable chez les gens l'est aussi pour les animaux. Il y a des cons partout. Et des types formidables. Peut-être la même proportion de lâches, de paresseux, de fourbes et de naïfs, de francs, de courageux et sincères, de ronchons, quelques-uns d'une grande intelligence, quelques rares authentiques salopards, une grosse majorité de braves gens et parfois, sans doute, un être exceptionnel. Un tout à coup plus délicat, plus sensible, plus généreux que les autres, comme chez nous. Quant à préférer chien ou chat, il peut y avoir une tradition familiale. C'est mon cas. On est enclin à mieux aimer ceux qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. On n'a pas de surprise, on sait comment s'y prendre avec eux et leur comportement en particulier ne vous heurte pas. Il peut y avoir aussi une préférence purement physique pour l'un ou l'autre. En ce qui me concerne, je ne veux pas être injuste avec les chiens car je les connais peu. J'en ai rencontré de fort sympathiques, mais je n'ai jamais eu la tentation d'en adopter un car je n'aime pas ce qu'on doit être avec eux. Il faut absolument l'éduquer, lui apprendre à ne pas sauter sur les gens, le tenir en laisse la plupart du temps, ou le surveiller sans arrêt pour qu'il n'aille pas renverser un cycliste ou provoquer un accident en traversant la rue brusquement, lui apprendre à ne pas aboyer comme un fou contre n'importe qui, à ne pas prendre en grippe les uniformes ou les clochards, à revenir quand on l'appelle, à se coucher quand on lui demande, à faire ses besoins dans le caniveau, etc., etc. Et tout cela, il faut le faire, sous peine d'avoir un animal insupportable qui enquiquine tout le monde, ou, pire, dangereux. En fait, avoir un chien demande que vous deveniez, ou redeveniez, une sorte de parent, ordonneur, surveilleur, punisseur, même avec bienveillance, pour le bien de la société, en rappelant sans cesse que c'est vous le maître et qu'il doit vous obéir. Puisque c'est un animal qui vivait originellement en meute, avec un dominant et des dominés, et qu'il reste profondément attaché à cette hiérarchie. Si vous n'êtes pas le dominant de votre chien, c'est lui qui vous dominera. Ma répugnance pour la domination m'a également tenu éloigné des chevaux. J'ai bien essayé de monter dessus, de les diriger, notamment pour les besoins d'un film. Ce fut une catastrophe. Ils sont beaucoup plus gros, plus forts que moi, et l'énergie dépensée pour leur faire sentir constamment que c'est moi le maître m'a flanqué par terre moralement avant qu'ils ne s'en chargent physiquement. Je n'ai aucun instinct qui me pousse à dominer la bête, à dominer qui que ce soit d'ailleurs. Je manque de conviction. Avoir le dessus n'est pas mon affaire et ils sentent cela, paraît-il, les chevaux. Alors je suis restée par terre et je les regarde gambader de loin. Oh, c'est beau. Oh, Dieu qu'ils sont beaux. Mais qu'ils aillent où ils veulent, vraiment. Alors il n'est même pas besoin que je parle de tout ce qui vit en totale dépendance, en cage. Grosse ou petite bête à poil ou à plumes de n'importe quelle couleur. Un écureuil tournant névrotiquement sans fin dans sa roue. La tristesse d'un petit œil fixé sur moi derrière une grille. Je n'y peux trouver aucun plaisir, si beau soit le plumage ou la fourrure. Les barreaux sont toujours des barreaux, et les chaînes, des chaînes. Le spectacle de la suggestion forcée me rend triste et m'amoindrit. Il me rappelle que je suis de la race des geôliers. Je ne veux pas de ce rôle-là non plus. Mais alors,
Les chats. Ah, les chats. Les gens qui aiment les chats évitent les rapports de force. Ils répugnent à donner des ordres et craignent ceux qui élèvent la voix, qui osent faire des scandales. Ils rêvent d'un monde tranquille et doux où tous vivraient harmonieusement ensemble. Ils voudraient être ce qu'ils sont sans que personne ne leur reproche rien. Les gens qui aiment les chats sont habiles à fuir les conflits et se défendent fort mal quand on les agresse. Ils préfèrent se taire, quitte à paraître lâches. Ils ont tendance au repli sur soi, à la dévotion. Ils n'ont pas du tout peur du silence. Ils ne s'arrangent pas trop mal avec le temps qui passe. Leur songe intérieur estompe les repères, arrondit les angles des années. Les gens qui aiment les chats adorent cette indépendance qu'ils ont, car cela garantit leur propre liberté. Ils ne supportent pas les entraves, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Ils ont cet orgueil de vouloir être choisis chaque jour par ceux qui les aiment et qui pourraient partir librement, sans porte fermée, sans laisse, sans marchandage. Et rêvent bien sûr que l'amour aille de soi, sans effort, et qu'on ne les quitte jamais. Ils ne veulent pas obtenir les choses par force et voudraient que tout soit donné. Les gens qui aiment les chats avec envie infiniment de tendresse et de respect auraient envie d'être aimés de la même manière. Qu'on les trouve beaux et doux, toujours, qu'on les caresse souvent, qu'on les prenne tels qu'ils sont, avec leur paresse, leur égoïsme, et que leur seule présence soit un cadeau. Dans le doute de pouvoir obtenir pour eux-mêmes un tel amour, ils le donnent aux chats. Si ça existe, ça console. Les gens qui aiment les chats font une confiance parfois excessive à l'intuition. L'instinct prime la réflexion. Ils sont portés vers l'irrationnel, les sciences occultes. Ils mettent au-dessus de tout l'individu et ses dons personnels, et sont assez peu enclins à la politique. Les tendances générales, les grands mouvements d'opinion, les embrasements de foule les laissent aussi circonspects que leur animal de voir un plat douteux. Et si leur conviction les pousse à s'engager, une part d'eux-mêmes reste toujours observatrice, prête au repli dans son territoire intime et idéaliste, toujours à la frange d'un pacte avec la société et d'un retour vers une vie sauvage dans l'imaginaire. Les gens qui aiment les chats sont souvent frileux. Ils ont besoin d'être consolés de tout. Ils font semblant d'être adultes et gardent secrètement une envie de ne pas grandir. Ils préservent jalousement leur enfance et s'y réfugient en secret, derrière leurs paupières mi-closes, un chat sur les genoux. À quoi penses-tu? À rien. Tu ne dis rien, tu es triste? Oh non, non. Tu es fatigué? Non, 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 je rêve, c'est tout. Enfin, j'ai cru remarquer que les gens qui aiment les chats étaient souvent ainsi. J'aime les chats. Et pourtant, pendant 20 ans, il n'y eut pas un seul chat dans ma vie. De 8 à 28 ans exactement. Avant cela, dans ma petite enfance, ils furent omniprésents. J'ai été élevée avec eux. Nous vivions, moi, mes parents, mes grands-parents, oncles, tantes, 13 chats et quelques poules, une vie plutôt tribale dans un quartier populaire de Rouen, le faubourg Martinville. Ma grand-mère maternelle, qui régnait incontestablement sur la tribu des humains, donnait le ton à toute la maisonnée quant au rapport et à l'attitude avec les animaux. Je pourrais dire qu'elle les aimait et les respectait, mais ce n'est pas suffisant. Car je connais nombre d'humains qui aiment et respectent leurs animaux en
en gardant leur distance d'humains. Elles, non. Je crois qu'elles n'avaient nullement le sentiment d'être supérieures aux bêtes. Elles les traitaient d'égal à égal. Chaque animal à demeure était donc là chez lui et avait sa place, qu'il occupait légitimement avec nous, non pas en principe, mais dans les faits. Au point que d'aucuns, plus modérés dans leurs sentiments égalitaires vis-à-vis des animaux, pourraient trouver exagérés. On peut, il est vrai, ne pas se sentir supérieur à eux sans tolérer que les chats mangent en même temps que vous dans votre assiette, ou que les poules couvent dans la chambre à coucher de la maîtresse de maison, ce qui était le cas chez ma grand-mère. C'est sans doute à cet état d'esprit familial que je dois l'unique souvenir qui me reste de mon enfance. Le sauvetage nocturne d'un petit chat. Des miaulements désespérés avaient réveillé la maisonnée en pleine nuit. Ce petit chat, juste en face de chez nous, était tombé dans le Robec, ce canal infect à ciel ouvert qui charriait tous les déchets des usines alentour et qui passait juste devant notre porte. Les parois assez hautes qui formaient le canal étaient percées de tuyaux qui débouchaient assez bas, près de la surface de l'eau. Le petit chat avait réussi à stopper sa chute en s'agrippant à l'un de ces tuyaux, légèrement en surplomb, et il était resté accroché par les griffes. Je dus être réveillé tardivement par le remue-ménage ambiant, car je sais que tout le monde était déjà dans la rue quand j'eus la vision de ce petit chat de 3 ou 4 mois peut-être, la gueule ouverte dans une longue plainte, son frêle petit corps pendu dans le vide, au-dessus de l'eau noire. Image frappante pour une enfant réveillée en pleine nuit. Et ces adultes, incongrument dehors, en pyjama, en chemise de nuit, qui discutaient, couraient de tous côtés. S'ils tombaient à l'eau, ça m'aurait été certaine, car le canal se jetait un peu plus loin dans une sorte d'écluse qui brassait d'effrayants tourbillons glauques. Mon père et mon oncle tentèrent, l'un tenant l'autre par les pieds avant qu'il ne se penchait le plus bas possible dans le vide, d'atteindre le tuyau. Je vois une main dans mon souvenir peut-être à 50 cm de la petite bête, hurlant de terreur. Mais non, on ne pouvait pas l'atteindre, on risquait la chute. Il aurait fallu descendre carrément jusqu'au niveau de l'eau. Et les adultes de courir de tous côtés de nouveau, car dans l'urgence, on avait pensé aux longues échelles en bois que les ouvriers plongeaient dans les énormes cuves de l'usine de teinturerie voisine. Il a fallu, je suppose, réveiller un gardien ou la cuisinière de la cantine que nous connaissions et qui avait la clé. C'est pas tout à fait simple de faire ouvrir une usine en pleine nuit, d'y trouver ce qu'on cherche, qui devait bien mesurer 6 ou 7 mètres, et de le sortir sans encombre. J'ai encore la vision d'une immense échelle portée triomphalement à bout de bras dans la rue et qu'on a plongée dans le Robec. Pendant ce temps, ma grand-mère, accroupie sur le bord, avait encouragé le chat de sa voix à tenir bon. Ce fut mon oncle, je crois, qui descendit sur l'échelle et très doucement, sans lui faire peur davantage, réussit à prendre le chat contre lui et le remonta. Une réunion joyeuse s'ensuivit dans notre petite salle à manger, contraste lumineux et chaud après le froid et le noir de la rue. On était tous heureux, tout le monde parlait en même temps. Jamais sans doute je n'eus l'impression aussi forte d'une cohésion, d'une manière d'être commune. Oui, je suis incontestablement fière d'être d'une famille capable, sans le moindre scrupule et la moindre hésitation, de faire tout ce tintouin pour sauver une petite bête. Oh, j'ai rencontré depuis beaucoup de gens qui partagent leur chambre et même parfois leur lit avec leurs animaux, quoique jamais avec des poules. Mais beaucoup plus rarement leur repas à la même table. En fait, je n'ai vu cela qu'une seule fois depuis mon enfance. Je fus invitée un jour à déjeuner chez Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud.
J'avais déjà joué plusieurs pièces dans leur compagnie théâtrale et nous avions à discuter d'un nouveau projet. J'étais donc seule avec eux dans leur appartement parisien. Une table assez basse était dressée pour trois devant un canapé, un pouf en vis-à-vis, des livres, des souvenirs partout. Nous bavardâmes quelques instants, puis nous nous dirigeâmes vers la table. Et Jean-Louis, au moment de s'installer, se tournant tout à coup vers moi, me dit « Oh, ça ne t'ennuierait pas qu'on mange avec les chiens ?» Madeleine tenta une faible contestation. « Oh non, Jean-Louis, je sais pas. » Mais il continua. « On a l'habitude. On partage tout, tu comprends? Eux et nous, c'est pareil. » Je les assurais que ça ne me choquait ni ne me gênait et qu'ils n'avaient pas à changer leurs habitudes pour moi. Oh, Jean-Louis parut très soulagé, presque guilleret, et il s'en fit ouvrir une porte d'où jaillirent deux chiens, un très grand et un petit. Jean-Louis et Madeleine s'assirent tous deux sur le canapé, moi en face. Le chien le plus petit prit place à ma gauche sur un siège qui lui permettait d'être à la hauteur de la nappe, et l'énorme berger allemand s'assit à ma droite et posa ses deux pattes avant sur la table, très calmement, élégamment, comme quelqu'un de bien élevé aurait posé ses avant-bras de chaque côté de son assiette. Pas un aboiement, pas une impatience. On aurait dit qu'ils écoutaient la conversation en attendant les bouchées que Jean-Louis et Madeleine leur donnaient tour à tour, équitablement. J'étais manifestement en train de partager une tradition de déjeuner en commun parfaitement rodée. Je suis certaine que notre déjeuner aurait été plus rapide, voire écourté, si j'avais manifesté une réticence à manger avec les chiens à table. Jean-Louis aurait été moins disponible, moins détendu. Il aurait mal supporté chez lui de priver ses chiens et de se priver lui-même d'une intimité très précieuse. A-t-on écarté les chats de la chambre lorsque je suis née? Ils étaient partout. Sur les meubles, dans les lits, sur les tables, dans nos assiettes, donc, de plein droit. Je me souviens qu'ils avaient cette allure souveraine des êtres qui savent ne rien avoir à craindre de personne. Quel contraste avec les bêtes craintives du reste du quartier, les pattes toujours à demi pliées, le ventre à terre, la tête rentrée dans les épaules, et nos chats aux poses d'odalisques, aux pores de tête magnifiques. C'était pas seulement une question de nourriture ou de soins. Les nôtres étaient traités assez cavalièrement, nourris vaille que vaille avec peu, et n'avaient sans doute jamais vu un vétérinaire. Mais ils avaient le poil luisant, le bel œil tranquille et l'abandon de qui vit en pleine confiance. Ils étaient acceptés, aimés, et le bonheur rend beau. La méfiance, la peur tue la beauté, et la méfiance rend fuyant et agressif. Il en est de même pour les hommes, je crois. Ah, chat de mon enfance, petit peuple silencieux et doux, mes complices. J'étais la seule enfant dans cette tribu de grandes personnes affairées. Les adultes faisaient des choses d'adultes et l'enfant des choses d'enfant. À chaque âge, son rôle et ses occupations. Alors les chats et moi étions les seuls petits de cette maisonnée, les seuls oisifs à traîner dans le jardin, sous les chaises, dans les coins. Je leur faisais la dînette, je les déguisais, je leur racontais des histoires, je dormais avec eux, je les embêtais aussi. Nous étions pareils, eux et moi, à vivre tout simplement et à rêver, lovés les uns contre les autres. C'est une chose étrange d'écrire un livre. On ne sait jamais où ça peut vous entraîner. Surtout un livre qui n'est pas un roman, où on parle autour d'un sujet sans personnage, sans action inventée, sans plan qui cadre l'imagination, sans garde-fou, si j'ose dire.
nombre de gens, j'en suis certaine, chérissent en secret le souvenir d'un chien ou d'un chat merveilleux et regrettent son absence autant, sinon plus, que celle de leur grand-mère, d'un parrain ou de leur oncle décédé. Ils n'osent guère le dire, bien sûr, et s'en font le reproche intérieurement. Oh, c'est tout de même qu'un animal. Suis-je un monstre? Quelle est donc la nature de cette relation, dont on parle finalement assez peu, et qui peut avoir une qualité telle que vous la ressentez à l'égal d'une véritable amitié ou d'un bel amour? Alors, on prépare la table, la pièce, on tournicote, à la fois affairé et absent, tout à fait comme une chatte prépare son coin pour mettre bas. Il faut bien commencer, alors on écrit un préambule, voire 2, 3 manières de préambule, à penser que tout le livre ne sera que sorte de préambule, tournant en cercle concentrique autour d'un sujet sans jamais parvenir à le toucher parfaitement, car c'est toujours de l'ordre de l'indicible. Douleur si grande qu'elle est réduite au cri, amour muet qu'on ne sait définir. Et c'est pour ça justement qu'on se lance dans un livre, car les humains sont ainsi faits qu'ils cherchent toujours à mettre leurs émotions en mots. Mais il est difficile de s'imposer à soi-même sans que personne ne vous le demande, de la discipline et de la rigueur, surtout pour un résultat incertain. On se sent comme un soldat au garde à vous alors que personne ne passe. Qu'est-ce que je fais là, devant cette page blanche, l'œil vide et l'expression butée? Alors on se dit qu'il ne sert à rien de vouloir forcer les choses et on va se coucher mécontent de soi-même. Et parfois, peut-être en réaction au découragement, on dort d'un sommeil particulièrement profond, d'un de ces sommeils qui vous laissent au réveil dans un état de légère ivresse, d'innocence première dont on a du mal à sortir. C'est un de ces matins où, le dos appuyé à l'oreiller, je retardais le moment de poser le pied par terre, de m'engager dans la réalité d'une journée nouvelle, que les chats de ma grand-mère, auxquels j'avais beaucoup songé les jours précédents, m'ont fait un merveilleux cadeau. Ils m'ont rendu le souvenir de ma maison d'enfance, et aussi celui d'une partie de ce quartier qui fut détruit. Cadeau extraordinaire, oui, et si doux, que cette résurrection soudaine d'une mémoire que je croyais morte. Car depuis mon départ de cette maison à 8 ans et demi, et la grande catastrophe familiale, la mort brutale de mes parents, tous mes souvenirs d'avant s'étaient éteints, à part le sauvetage nocturne du petit chat, mais encore. Il n'est pas impossible que mon imagination ait en quelque sorte reconstitué ce souvenir, d'après les récits qu'on en fit par la suite. Une amnésie salvatrice, sans doute, pour qui a à survivre après un tel choc. J'avais scruté les photos de mon père photographe, mais aucune, malheureusement, de cette maison d'enfance, ni de mon quartier, en espérant ardemment, presque désespérément, que je pourrais récupérer une partie de ma mémoire, donc de mon enfance perdue. J'avais tout de même bien vu, touché ces choses et ces gens. Comment se pouvait-il que rien ne me fût rendu, même fugitivement? Et soudain, ce matin-là, comme un rêve éveillé, m'est apparue l'image d'un chat au coin d'un porche, tout pelé, une tache sur l'œil. Et il a détalé à l'intérieur d'une cour, le ventre à terre. Puis j'en ai vu un autre, maigre, noir, un peu plus tranquille, qui se tenait sur un des ponts qui enjambaient le Robec. Immobile dans mon lit, je m'aperçus que je voyais aussi les pavés de la cour, et que ma vision du chat sur le pont étant très lointaine, elle me permettait de voir toute la rue, ma rue, en enfilade en bordure du canal. J'ai suivi la rue qui faisait un angle, puis un autre. J'ai continué en pensée un peu plus loin. Et toujours immobile, assise dans mon lit, sans hâte et sans crainte, je suis revenue sur mes pas, notant mentalement quelques détails des rues au passage, pour aller vers ma maison oubliée.
toute la fin du parcours fut sautée, car intervint brusquement l'image d'un chat sur un mur, de ceux qui venaient le soir visiter notre jardin et nos chats à demeure. Ah, du coup, j'ai vu du lierre sur le mur et une petite porte dans un renfoncement du jardin. Ah, mais oui, c'était comme ça. Ah, c'était tout à fait comme ça. Tout. J'ai tout retrouvé. Pendant environ 1 heure, j'ai été dans cette maison oubliée, guidée par les chats. Pièce vide, longue rue déserte, décor un peu fantasmagorique. Comme s'il m'avait été donné de visiter le vaisseau fantôme de mon enfance. J'étais partie à Paris très tôt. À 17 ans, j'avais une vie de jeune fille indépendante, puis de comédienne, très libre. Je travaillais, je voyageais, je sortais beaucoup. Je vivais en meublé et n'avais rien à moi. Aucune attache, amoureuse ou autre. Quelle qualité de vie aurais-je pu offrir à un animal? Toujours par bons et par veaux, en tournée théâtrale, en festival, dormant ici ou là et ne supportant aucune entrave à ma liberté. Je n'avais pas songé à en adopter un, mais une résistance plus floue, encore indéfinie, me retenait. Mettre au milieu de ma vie solitaire d'alors la douceur et le silence d'un chat, rester en tête-à-tête avec lui. Je ne connais rien de comparable au silence pensif des chats. Ils portent au retour sur soi et à la vie intérieure. Il emplit l'atmosphère d'une qualité très particulière. Pour peu qu'on veuille bien s'arrêter un moment pour être à l'unisson avec lui, ce silence est contagieux. On le voit, lui, le chat, réveillé et ailleurs, son beau regard fixé devant lui. On s'assoit là, la main posée sur son dos, le temps soudain suspendu. On se prend l'œil perdu dans le vague à laisser errer son esprit doucement. Puis tout à coup, une bulle de néant vous a saisi. Et vous ne savez plus combien de minutes vous êtes resté là. Et où vos pensées sont allées divaguer sans contrôle. Où était-on? On ne saura pas dans quelle part de soi informulée, inconnue, le rêve du chat vous a entraîné. Et aussi, dormir avec un chat. Accueillir contre soi cette confiance veloutée, cette chaleur qui se blottit, s'enroule sur elle-même, comme vous le faisiez dans le ventre maternel avant la dureté du monde. À ce contact, on a envie de se lever pareillement, de retrouver la chaleur et l'abandon innocent de son enfance. Le nez dans la fourrure, comme vous l'aviez autrefois, dans la douceur d'un sein. Oubli, retour, soulagement, et à la fois émergence d'un manque terrible qui vous emmène jusqu'au sanglot. Et que restera-t-il de vos forces si vous vous y laissez aller? C'eût été dangereux pour mon équilibre de funambule au-dessus de l'oubli. Un rappel trop puissant d'une enfance blessée et une tentation trop grande d'affaiblir ma tension constante vers l'action et l'ailleurs. Puis vient un jour où on se lasse de tant d'impunité. Des bulles de silence, un malaise flou, des moments avides commencent alors à apparaître, à freiner ce survol perpétuel de sa propre vie. On finit par se sentir lourd de tant de légèreté. Et une idée me vint. Tiens, si j'inventais une histoire. Un ami me prêta sa maison aux environs de Paris
premier roman. Je m'y installais pour une expérience de silence, d'écoute intérieure et d'assujettissement à l'immobilité inévitable pour qui écrit lentement et à la main. Je passais quelques jours studieusement installé à ma table, à côté de la fenêtre ouverte sur le jardin, à découvrir un rythme nouveau, une nouvelle manière d'être. Un matin, relevant la tête au milieu d'une page, je vis une petite silhouette jaillir du jardin et retomber sur le rebord de la fenêtre, juste à côté de moi. Un petit chat, 5 ou 6 mois peut-être, et sans doute aussi surpris de ma présence que moi de son irruption, restait figé dans la position où il avait atterri, les pattes légèrement écartées, l'œil fixé sur moi. Ce qui est merveilleux avec un chat, c'est qu'il n'y a rien à faire quand il vient à vous qu'à le regarder. Il fait tous les pas. La meilleure accroche que l'on puisse avoir lors d'une rencontre avec un chat, à condition bien sûr qu'il ait le premier manifesté de l'intérêt envers vous, c'est le regard. Il est bien rare qu'un chat s'aventure à venir vers quelqu'un s'il n'a pas eu au préalable un échange de regards assez long. Entre parenthèses, les gens qui n'aiment pas les chats leur font souvent une réputation de sournoiserie, qui repose avant tout, il me semble, sur l'allure fuyante qu'ils adoptent lorsqu'ils ont peur. Et les chats craignent les gens bruyants, qui ne connaissent pas, ou qui ne les aiment pas, chose qu'ils sentent parfaitement. En réalité, je ne connais rien de plus franc et loyal qu'un chat. Simplement, étant d'une complexion nerveuse et psychologique assez sensible, il demande à être rassuré, en totale confiance avec vous et votre entourage. Une fois qu'il est certain que nul ne le brusquera, ne changera d'humeur sans raison, n'aura avec lui de rapport de force pervers, il s'épanouira sans problème et deviendra d'une désarmante simplicité. Quand ce petit chat gris a posé son arrière-train sur mon cahier, ses yeux dorés plantés droit dans les miens, je ne savais pas que je venais d'être choisi, ô combien péremptoirement, par mon premier chat de hasard. Il va me rendre visite tous les jours et j'étais ravie de cette compagnie. Le matin, lorsque j'ouvrais la porte, il apparaissait presque tout de suite, refaisait un petit tour dans les pièces comme pour s'assurer qu'on n'avait rien changé en son absence, puis il grimpait sur ma table. Je lui installais vite un coin sous la lampe et je renouais donc pendant ces jours avec la présence chat, oubliée depuis si longtemps. Ma solitude n'était plus la même et ma concentration sur mon travail d'écriture en a été modifiée. Quelle douceur d'écrire avec un chat auprès de soi. Comme les minutes, les heures paraissent plus légères, plus vivantes lorsqu'un discret ronron les accompagne. Ce simple bonheur d'être, qui n'a à compter ni avec l'effort, ni avec le temps, vous console de tous les moments avides, du manque d'inspiration. Si ça ne va pas, on s'arrête un moment, à l'unisson de cette bête tranquille. Le petit chat restait avec moi des journées entières. La voisine, interrogée par moi à son sujet, me dit qu'il vivait chez elle, oui. C'était le seul chaton gris au milieu d'une portée de 5 noirs et blancs. Ah, son fils l'aimait bien, celui-là. Je le remettais tous les soirs dans le jardin avant de fermer ma porte en lui disant « Allez, rentre chez toi maintenant ». J'ai tout de même l'image, le souvenir d'un petit minois gris, désemparé, hésitant, d'une silhouette frêle sur l'herbe qui ne se décidait pas à partir, le dos un peu rond, la queue en point d'interrogation. Environ 2 semaines, un certain signe. Et un matin, la voisine vint me voir. Elle parla assez longuement de choses et d'autres, phrases hachées, entrecoupées de silence, suivant la manière paysanne de ne pouvoir aborder directement le sujet qui vous amène. Je répondais poliment, étonné de ce long échange inhabituel, car j'étais peu aguerri à cette forme particulière de diplomatie. Et je crus vraiment que la conversation était terminée quand la voisine me tourna le dos pour se diriger vers la porte.
Et c'est seulement sur le point d'ouvrir celle-ci qu'elle se retourna comme si quelque idée soudaine lui passait par la tête. Ah, au fait, vous le gardez, le petit chat? Tout à fait surprise, je l'assurais que non. Ah bon? Ben non, il venait me voir tous les jours et je le remettais dehors le soir pour qu'il rentre chez eux. Ah mais c'est qu'il ne vient plus du tout à la maison, vous savez. Voilà plusieurs jours qu'il n'est pas rentré, même pas pour manger. Et quand je suis venue nettoyer le jardin ce matin, tiens, vous n'étiez pas encore levé, je l'ai vu couché en boule sur le seuil de votre porte. Devant mon air sincèrement éberlué, elle ajouta, « Oh, puisque c'est comme ça, je crois que vous feriez mieux de le garder. » Il n'allait plus manger là-bas. Il dormait devant ma porte en attendant que j'ouvre. Tout en assimilant ces informations, surprise et émue, j'alléguai faiblement que son fils, qu'il aimait bien, allait sans doute être déçu de perdre ce petit chat. Elle balaya l'argument d'un geste. « Bah, pensez-vous, il y en aura d'autres. Et puis on n'y peut rien, hein. C'est lui qui est parti, il a choisi. » Quelle émotion fraîche de prendre en charge la vie d'un petit animal pour la première fois. Au début, toute proportion gardée, c'est assez comparable à l'arrivée d'un bébé dans son existence. D'abord, on le découvre, on le regarde, il prend forme à travers une sorte de brume, d'incrédulité qui s'estompe peut-être peu à peu. De petites phrases simples vous viennent à l'esprit. « Ah, te voilà, toi. C'est donc toi qui vas vivre avec moi maintenant. » Maintenant, je sais que beaucoup de choses sont arrivées et arrivent encore ainsi dans ma vie. Je ne m'en étonne pas, moi. Mais à présent, je reconnais plus vite ce doigt si précis d'un hasard qui n'en est pas un, qui ne peut pas en être un pour répéter si fidèlement ce phénomène. Comment l'appeler? Fatalité, destin, prédestination, chance. Et qui signale ou place dans ma vie un être, un projet tout à coup évident. Celui-là, il est pour toi, c'est le moment. Bon, je sais que parler de destin parce qu'un malheureux chat s'est imposé à vous comme compagnon peut paraître dérisoire, voire ridicule. Ce n'est ni un mari, ni un enfant. Des chats, il y en a à tous les coins de rue à adopter. Mais qui rendra précieux et significatif ce qui nous arrive, si ce n'est nous-mêmes? J'étais arrivée seule dans cette petite maison qu'on m'avait prêtée pour écrire. Je repartais à deux, ça change tout. Un petit animal gris, mine de rien, sans que je me méfie, était entré dans ma solitude et allait le premier ouvrir une brèche dans ma force, commencer à me marcher sur le cœur avec des pattes de velours. Je donnais un nom très simple au petit chat gris qui avait choisi de vivre avec moi, Titi. Je n'irai pas jusqu'à dire que je me métamorphosais grâce à mon chat, ce serait très exagéré, mais il m'y aida. D'abord, il m'aida à être, simplement être en oubliant de paraître, ça n'est pas rien. On avait eu l'occasion, même une seule fois, depuis que je vivais ma vie de jeune comédienne. Je progressais dans ma carrière, certes, mais il faut bien rentrer tout de même. Se démaquiller, laisser tomber la jolie robe, l'image, la fatigue de ce contrôle et se retrouver soi. Et qui est-on? Pour moi, c'était cela. Mais pour d'autres, c'est la compétition incessante, la course à l'avancement, le sourire obligatoire aux clients toute la journée, au chef qui ne vous a pas à la bonne et avec qui il faut quand même être aimable,
la peur permanente de n'être pas à la hauteur, d'être devancé, trop lent, en retard, l'obligation d'écouter les histoires des autres avec cette impression de n'être écouté de personne en retour, d'être mangé par les horaires, les enfants, il faut juste tenir le coup et ne pas craquer. Mais il faut bien rentrer là aussi, se laisser aller, se retrouver. Et qui est-on tout au fond de cette fatigue? Qui va écouter l'enfant caché en chacun de nous qui croyait que la vie ce serait plus simple, plus doux que cela? Qui va vous accueillir avec joie? Vous faire fête, quel que soit l'état de fatigue dans lequel vous rentrez. Vous prendre tel que vous êtes comme un merveilleux cadeau. Ne vous posez aucune question, ne rien vous réclamer. Ni d'être beau, ni d'être en forme, ni d'être compréhensif, ni même d'être aimable si vous n'en avez pas envie. Ah. On m'a cité le cas d'une jeune femme heureuse dans son ménage, avec 2 beaux enfants, peu de soucis apparents, et dont le mari disait qu'elle aimait son chat de manière hystérique. Car l'urgence au réveil était de prendre l'animal, de le toucher, de le garder contre elle avant même d'aller voir ses enfants. Il jugeait cette préséance comme inadmissible et anormale. Mais elle disait, il faut absolument que je pose mes mains sur lui le matin, sinon je me sens mal. J'en ai besoin, il me donne des forces. Sans doute, cette jeune femme, apparemment heureuse et sans problème, avait-elle un grand épuisement intérieur? Peut-être avait-elle l'impression de ne jamais donner assez, que ceux qu'elle aimait étaient toujours en manque de quelque chose, et qu'elle s'en sentait coupable. Peut-être avait-elle besoin d'affection gratuite, de confiance inconditionnelle, reposante, sans qu'on lui réclame rien. Et peut-être aussi, en posant ses mains sur l'animal le matin, le faisait-elle en secret dépositaire de son besoin de douceur et de calme. Elle lui confiait tout cela si précieux pour elle. Ensuite, la chatte étant gardienne d'une intimité qu'on ne peut dire à personne, qui n'a pas d'emploi dans la vie courante, la jeune femme le laissait se lever dans un coin de la maison, heureuse de savoir qu'une part d'elle-même était là, tranquille. Et elle pouvait alors vaquer à ses occupations avec plus de courage. Tout ce qui fait la vie et la fatigue de cette jeune femme, je le suppose, je ne la connais pas. Mais ce qu'elle ressent, ce qui se passe quand elle prend son chat contre elle le matin, je le sais. Je l'ai vécu. Et je le vis encore quand je prends contre moi un chat que j'aime. C'est chaque fois une émotion neuve. Parfois, au moment où je pose mes mains sur lui, j'en tremble un peu. De ce léger tremblement qu'on ressent quand la faim vous provoque une petite faiblesse. Et c'est bien d'une certaine faim qu'il s'agit, je crois. On doit avoir l'air tout à fait hébété quand on laisse en soi monter la sensation de douceur, de chaleur et son besoin d'affection à lui, l'animal. Puis, quand il vient se blottir contre la poitrine, ce petit décrochement au niveau du plexus, parfois un véritable déclic, très doux, suivi d'un léger étouffement, et tout de suite après d'un gros soupir. Un espace intérieur différent s'est dégagé. On laisse faire, on ferme les yeux, et parfois le ronronnement du chat, sa vibration passant directement de sa poitrine à la vôtre, accentue encore cette impression que quelque chose se dénoue et s'ouvre. Puis ça se stabilise, on respire vraiment différemment à l'unisson du chat, et le corps et l'esprit s'en trouvent apaisés, réconfortés. Je ne sais pas vraiment définir cet espace intérieur, sorte de troisième poumon intime. Et c'est sans doute pour tenter de comprendre ce qu'il est que j'ai eu envie d'écrire ce livre. Mais il existe, précis, précieux et indépendant de toute autre affection. C'est vraiment autre chose. Ah, bien sûr, on peut se passer d'un animal.
C'est pas vraiment indispensable pour vivre. Mais c'est plus difficile quand on a éprouvé la richesse de cette silencieuse communion, qu'on a pris conscience de cet espace particulier en soi, qu'on a découvert que l'animal pouvait en être la clé, l'accompagnant. On ne peut plus l'ignorer quand on a reconnu qu'il était aussi, peut-être, une des meilleures parts de soi-même. Il y a en France actuellement dans les foyers près de 13 millions de chats et 8 millions de chiens. Ça ne m'étonne pas. Et je suis certaine qu'avec le stress grandissant que nous subissons, ce chiffre n'est pas prêt de décroître. J'ai parlé tout à l'heure des présciences fortes, des signes qui ont jalonné ma vie de tout temps, de mise en garde ou même d'avertissements qui me parviennent parfois très précisément. D'où cela vient-il? C'est un grand mystère. J'aime beaucoup à ce propos un passage de l'auteure Colette, dans lequel elle raconte sa visite chez une voyante. On l'avait convaincue d'aller la voir et elle s'était rendue au rendez-vous par curiosité. Rien d'important ne lui fut révélé ce jour-là par cette femme, mais celle-ci lui dit tout à coup « Oh, c'est curieux, vous êtes suivi par le fantôme d'une chatte. Tout à l'heure, elle était sur ce meuble et voilà qu'à présent, elle est sous votre chaise. » Ah, elle se déplace, s'écria Colette. Ah oui, elle peut bien aller où elle veut puisqu'elle est morte. Très surprise et sans doute impressionnée car elle avait perdu longtemps auparavant une de ces chattes d'écrivain qui lui était particulièrement chère, Colette risqua une dernière question. Mais pourquoi dites-vous une chatte? Ce pourrait être un chat. Ah, je ne sais pas, madame. On me dit que c'est une chatte. C'est dans ce « on », bien sûr, que réside tout le mystère. Et les tentatives de l'éclaircir, religieuses, spirites, pseudo-scientifiques, restent incertaines, et les réponses subjectives, suivant les croyances. Personnellement, j'aime l'énigme de ce « on ». Il ne faut pas chercher à tout expliquer, ni à forcer toutes les portes, surtout celles d'un au-delà ou de force qui vous dépasse. Humblement accueillir ce qui vous est donné, sans s'effrayer, ni chercher à comprendre, est déjà beau. Les années passant, j'avais rencontré un compagnon. Et notre vie de couple étant stable, nous avons décidé d'avoir un enfant. C'est à peu près à cette époque que mon chat se mit à boiter. Je constatais qu'il avait une petite boule à la hauteur du coude, à sa patte avant droite. Puis il commença à se plaindre, à gémir. Le vétérinaire consulté, je sus très vite que c'était une tumeur. J'avais à peine commencé, avec cet enfant qui grandissait en moi, à évoquer ma propre enfance dont j'avais si peu de souvenirs, d'aucun visage humain en tout cas. La seule évidente douceur que je gardais en mémoire était celle des chats de ma grand-mère, qui avait accompagné mes premières années. J'avais donc très envie de transmettre cette tendresse de chat à mon futur bébé. Je m'en réjouissais à l'avance. J'aimais Titi, il était témoin de ma mutation vers l'âge adulte. Qu'il soit là pour accueillir cet enfant, ce futur enfant mystère, mettait une douceur rassurante. Puisque dans cet inconnu qui m'attendait, cette complicité enfant-animal était mon seul repère, ma seule mémoire. Quel bonheur ce serait de voir
ces deux innocences réunies, celle qui m'avait accompagnée jusque-là et celle qui arrivait. Cela ne fut pas, car Titi, mon si bon chat de hasard, mourut quelques mois avant la naissance de mon fils. Fallait-il toujours perdre avant que de donner? Puis les jours, les mois passèrent, 1 an, mon fils marchait. Aucune patte de velours ne s'était posée sur sa joue d'enfant. 2 ans, 3 ans, et un deuxième enfant s'annonça. J'en fus très heureuse. Je passais le plus de temps possible à la campagne, et à mon 8e mois, je traînais encore dans l'herbe et sur les fleurs, un ventre énorme. Le 14 juillet de cette année-là, il faisait un temps radieux. Nous projetâmes d'aller pique-niquer en famille au bord d'un petit ruisseau qui traversait un pré ombragé d'arbres. Arrivés sur place, mon fils et ses cousins, voyant du bord de la route le ruisseau courir dans l'herbe, s'étaient élancés et dévalant la pente abrupte qui menait au pré sur le côté du pont. J'empruntais une descente plus facile, un peu plus loin, et tout en progressant lentement sur le talus, m'accrochant aux herbes et aux branches, je les entendais rire et s'éclabousser déjà plus loin. Arrivé en bas dans le pré, je soufflais sagement un instant, assise dans l'herbe, quand je crus entendre un léger, un frêle miaulement. Je restais immobile, rien. Puis au moment où j'allais repartir, cela reprit très faiblement. Une plainte à peine audible qui provenait de la haie qui bordait le pré. Pour la première fois depuis 3 ans, je me risquais à parler chat. Je miaulais et déclenchais en retour une série de plaintes beaucoup plus fortes et précises. Et enfin, une petite tête apparut. Mais j'eus à peine le temps d'entrevoir une minuscule chose noiraude qu'elle disparut, terrorisée. La petite bête continuait à appeler et je répondais par intervalles. J'étais touchée et conquise sans l'avoir vraiment vue. Puis elle apparut très doucement. Je ne bougeais pas, bien sûr. Je n'ai pas remué un doigt jusqu'à ce qu'elle soit à mes pieds. C'était un tout petit chat noir d'une maigreur effrayante, une oreille à demi arrachée. Elle n'était que peur et faiblesse. Je laissai doucement tomber ma main jusqu'à terre. Elle monta presque dans ma paume avec des miaulements suppliants et je n'eus qu'à la glisser sous son ventre sans qu'elle résiste pour l'amener à ma hauteur. Et là, elle fit quelque chose d'incroyable. Ce fut si rapide et précis et surprenant que je me souviens encore du petit choc que j'ai éprouvé. Arrivé à la hauteur de ma poitrine, le petit chat se jeta littéralement contre moi, s'y plaqua de tout son long et, avec une sorte de frénésie, rampa jusqu'à atteindre le creux de mon coude. Il enfouit presque entièrement la tête. Et ainsi aplati, collé contre moi, ne bougea plus du tout. Quand je me levai, il s'enfouit un peu plus profondément sous mon bras. Je rejoignis mes amis, mon fils, et leur montrai ma découverte. La petite chose, malgré les voix et les mouvements autour d'elle, ne décolla pas une seconde de dessous mon bras. Arrivée à la maison, je la nourris, lui donnai de l'eau, nettoyai les traces de sang qui collaient son poil, puis elle s'en fut visiter la cuisine, les autres pièces, revenant de temps en temps à son repas, repartant, et ce fut une nouvelle surprise, elle n'avait pas peur de rien. Elle arpentait cette maison comme si elle était instantanément chez elle. J'avais perdu un chat à la naissance de mon fils. La vie en mettait un autre sur mon chemin juste avant la naissance de ma fille. C'était bien, joyeux.
Je venais de rencontrer mon deuxième chat de hasard. Et je me souviens d'un nom qu'on donnait souvent aux chattes dans ma famille, il y a très longtemps. Vague réminiscence du monde de mon enfance. Juste un nom qui ressurgit au milieu du vide de mes souvenirs. C'est ainsi que je l'appelais Miss Oui. À peine ma jolie petite fille étant née, étions-nous rentrés à Paris, y compris Miss Oui, que celle-ci commença à donner raison aux sombres augures d'un vétérinaire à propos de sa santé. En 2 mois, tout, absolument tout ce qu'un chat peut avoir comme maladie et embêtement d'hiver, lui fondit dessus, je devrais dire nous fondit dessus. Cela commença par le typhus, dont elle réchappa par miracle, puis un eczéma galopant lui fit perdre la moitié de ses poils de la queue jusqu'en haut des reins, très joli. Une gale obstinée lui mangea les oreilles, et tous les parasites digestifs existants s'étaient donné rendez-vous dans son abdomen. Ce chat était un véritable catalogue des maladies félines. Comme je dû partir travailler en province quelques semaines, il n'y eut d'autre solution que de la confier à une clinique vétérinaire. On la soignerait, la bichonnerait. À mon retour, je récupérais effectivement une chatte dans un état à peu près normal, non sans que j'eus réglé l'addition de sa remise en forme. Une addition d'un montant tel que je ne me serais pas risqué à l'avouer à n'importe qui, sous peine de passer pour folle. Cette chatte, on ne peut plus ordinaire, me coûtait aussi cher qu'un ou même plusieurs pures races au pédigré royal. Mais qu'importe, c'était ma chatte de hasard, autant dire une chatte sacrée. Elle fut à l'égard des enfants exactement ce dont j'avais rêvé. Intelligente, attentive, douce, patiente. Elle était l'équivalent en version chat du personnage de la chienne Nana dans Peter Pan. Elle savait tout d'instinct, qu'il ne faut pas sortir les griffes sur la peau, et même à travers les vêtements, qu'il faut tout supporter des bébés, ne pas dormir sur leur tête, et même ne pas mettre les pattes dans le mitosile quand on changeait les couches. Bon, je sais que rien n'est plus ennuyeux que la description méticuleuse et attendrie d'un animal pour ceux qui ne l'ont pas connu. Je vais tenter d'éviter cela. Mais dans mes souvenirs en vrac, une petite scène me revient qui nous avait beaucoup frappés, ma fille et moi. Sarah avait environ 7 ans. Et elle était en proie un soir à l'un de ces chagrins d'enfant accompagnés de sanglots déchirants dont on oublie la futile raison quelques jours après. Elle pleurait depuis un bon moment déjà, faisant beaucoup de bruit, réfugiée dans l'angle d'un grand canapé. La chatte, couchée sur la table un peu plus loin, était aux aguets. Je dus dire un mot ou réitérer un refus qui déclencha chez ma fille un sanglot particulièrement fort et désespéré. La chatte ne fit qu'un bond et se précipita sur elle. Comme un éclair, elle sauta à la table, parcourut la longueur du canapé avec la soudaineté et la violence d'une attaque pour se blottir dans son cou, la tête enfouie sous son oreille. Le tout fut si rapide, 2 secondes à peine, que je n'eus pas le temps de réagir, mais j'avoue que j'eus très peur que cette fulgurance ne fût agressive pour on ne sait quel animal raison. Et aussi soudainement qu'elle avait bondi, elle restait là, blottie. Ma fille, complètement surprise par ce qui venait d'arriver, restait figée, tout sanglot suspendu, bouche ouverte, n'osant bouger avec la chatte immobile sur son épaule, le mufle appuyé sur son cou. Elle balbutia, la voix mouillée de larmes. Tu as vu? T'as vu ce qu'elle a fait? J'étais aussi stupéfaite qu'elle. Le son particulier des pleurs enfantins avait-il rappelé quelque chose à la chatte et provoqué cette réaction? Au bout d'un moment, ma fille la serra contre elle. Ni elle, ni moi n'osions nous rendre à l'évidence.
Miss Wee avait sans doute bondi pour la consoler. Si mes 30 ans marquèrent pour moi le début d'une période heureuse, brillante et légère, la quarantaine amena des années plutôt lourdes et sombres. Mon passé, le malheur ancien me rattrapait. Il y avait en moi un silence de plus de 30 ans sur l'événement qui avait coupé mon enfance en deux. L'avant, perdu dans une profonde amnésie, et l'après, tout en défense, sur lequel je m'étais appuyée pour me construire. Je ressentis l'obscur besoin de faire le chemin à rebours vers les morts. Les photos que mon père m'avait laissées l'y aidèrent. C'était mon seul héritage, comme une trace, un fil rouge à suivre. Le premier pas avait été fait en les découvrant, il fallait aller jusqu'au bout, rentrer en soi et débusquer peu à peu les nœuds de révolte, se heurter à la douleur intacte, au manque devenu partie de soi-même. Ce n'est qu'en silence que j'ai pu démonter cet échafaudage de silence, par des mots écrits seuls, en prenant tout le temps qu'il fallait pour dénouer, éclaircir, revenir en arrière, puis avancer de nouveau, et pleurer, pleurer. À quel témoin aurais-je pu infliger cela, sans me sentir coupable, pendant des heures, des mois, 4 ans? Au risque de paraître un peu ridicule, je voudrais dire un merci posthume à ma chère, ma merveilleuse Miss Wee, pour avoir été ma compagne attentive, assidue et tendre pendant tout le temps que j'écrivais Le Voile Noir. Je peux dire que je l'ai écrit avec elle. Son regard, sa présence m'ont extraordinairement aidée. Il est rare de pouvoir affirmer qu'en certaines circonstances, avoir un animal avec soi, c'est mieux qu'un être humain. J'ai vécu une de ces circonstances particulières. Cela tient, je crois, à ce que je me battais avec l'indicible. Nous avions le silence en commun. Si je m'étais confiée à voix haute, n'importe lequel de mes semblables, si intelligent et compatissant soit-il, aurait cherché à me consoler trop tôt, voire à me conseiller sur le chemin à prendre, à trouver des raccourcis pour que je sèche mes larmes plus vite. Des histoires comme celle-ci sont trop longues et trop lourdes pour les autres, même aimants. Il n'y a que soi pour les assumer jusqu'au bout. Sur qui aurais-je pu me répandre ainsi sans honte, sans remords? Personne, je pense, sauf elle, Miss Wee, ma douce, ma patiente, ma démunie de mots. Chat, toi qui chemines le long de ma vie, vois comme je vis, choix, ton petit minois qui reste avec moi, reste avec moi, toi qui me déclames, toi qui me suis, moi qui te réclame quand tu me suis. Joie, ton ombre féline qui veille mes nuits, vois comme je vis, de velours et de soie, quand tu es dans mes bras, ça va de soi, toi qui me devines, au moindre pas, mon ami intime, mon joli chat. Pas de hasard, si tu miaules à mon nuit, chat de hasard, reste en mon logis. Pas de hasard, si tu miaules à l'envie, chat de hasard,
je ne voyais pas où mène ce chemin qui mène vers toi. Ça va de soi, ma vie aux éclats, ma vie de nuit, cette vie sans pourquoi, cette vie qu'on fuit. Chaque renvoi du sofa à te regarder, vois comme je ris, joie, dormir et bailler sur mon canapé. Toute la journée, tes beaux yeux sur moi, doucement posés, me parlent tout bas de mon passé. Pas de hasard si tu miaules à mon nuit. Chat de hasard, viens dans mon logis. Pas de hasard si tu miaules à l'envie. Chat de hasard, reste dans mon logis. Chat, toi qui chemines le long de ma vie, vois comme je vis, toi qui me devines au moindre pas, mon ami intime, mon joli chat. Combien de chiens, de chats exceptionnels dans une vie? 1, 2, 3 peut-être? Et combien d'amour, d'amis véritables? 1 ou 2, peut-être 3. Ils sont aussi rares. Titi et Missoui, ces deux personnes animales, ont été pour moi des amis, des amours merveilleux, un grand soutien et finalement ceux qui m'ont aidé à franchir de nouvelles étapes de ma vie. Il fallait que le bonheur ne soit plus l'envers du malheur, que ma joie de vivre ne prenne plus racine dans le manque, que ma force n'ait plus pour appui ma révolte, et que l'amour cesse d'être une réparation de la perte. Les morts sont loin derrière moi. Titi et Missoui dorment sous leurs pierres au fond du jardin. Est venu le temps de marcher enfin sur cette terre pour l'amour de la vie, et non plus pour fouler les tombes. S'ouvre un chemin plus clair, plus simple, plus humble aussi. Il faut simplement continuer à aller de l'avant avec l'amour des miens et l'amitié de mes animaux. Oh, mais tout de même. Si sage et sereine que je parvienne à devenir un jour, je ne peux m'empêcher d'espérer que je trouverai encore une fois sur ma route, comme une magique surprise, un autre chat de hasard, une petite bête qui tombera dans ma vie comme un cadeau du sort, même s'il doit être le dernier, celui de l'étape finale vers une ultime renaissance. Qui sait? Qui sait? C'est un texte qui a une origine, qui n'est pas de moi, qui a une origine assez mystérieuse parce qu'il aurait été trouvé dans une église à Baltimore en 1600 et quelques. Une autre version dit que ça date de 1900 environ d'un philosophe absolument anonyme. Bon, on ne sait pas.
va bien avec tout ce qu'on a raconté. Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bon terme avec toute personne. Dites doucement et clairement votre vérité. Écoutez les autres. Même le simple d'esprit et l'ignorant, ils ont eux aussi leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs. Ils sont une blessure pour l'esprit. Ne vous comparez avec personne. Vous risqueriez de devenir vain et vaniteux. Il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez prudents dans vos affaires, car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas aveugles en ce qui concerne la vertu qui existe. Beaucoup de personnes recherchent les grands idéaux, et partout, la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même. Surtout, n'affectez pas l'amitié. Non plus, ne soyez cynique en amour, car il est, en face de tout désenchantement et de toute stérilité, aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain, mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers. Pas moins que les arbres et les étoiles, vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui. Et quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie la paix dans votre âme. Avec toutes ces perfidies, ces besognes fastidieuses et ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention, tâchez d'être heureux.